Podcast La Loupe, un espace pour la réflexion tanguera. Je m'appelle Luis Bruni, né à Buenos Aires, et je vous invite à un voyage pour l'histoire et philosophie tango. Chapitre 6, La Loupe, podcast. Oui, bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des hommes qui sont marqués l'époque, les danseurs et milongueros. Parler très synthétiquement la différence entre danseur et milonguero, parce que bon, des fois il y a un petit peu de confusion, ou pour certains ou pour les nouveaux n'est pas tellement clair. Danseur de tango, bon, c'est celui qui met en valeur la danse, soigne sa danse, veut évoluer l'esthétique de sa danse, pour exhibition ou simplement pour plaisir, mais qui lui donne beaucoup d'importance à tout le mécanisme de la danse en son esthétique. El milonguero, historiquement, je dis historiquement parce que el milonguero, il y a deux étapes. L'étape avant l'époque des diamants, avant que nous on arrive, de que les jeunes se reoccupent le tango, et l'étape à partir de nous, de la réappropriation. Ça veut dire, en l'époque historique du tango, le mot milonguero c'est un mot péjoratif, totalement péjoratif. Pas nécessairement el milonguero dansait. Ça veut dire, el milonguero historiquement c'est le personnage de la nuit, la personne qui vit dans la nuit, bien sûr dans l'ambiance del tango, soit homme ou femme, qui était dans l'ambiance del tango, qui ne dansait pas nécessairement, ou si dansait pour une question d'être dans le milieu del tango. La danse était partie de lui ou d'elle, mais ne cherchait pas tellement de les mettre en valeur, c'était comme partie de leur quotidien. El nouveau milonguero, el milonguero que nous on a bâti comme avec une espèce de blason de supériorité ou de garder une tradition, une authenticité que des fois ne se lui donnait pas le danseur, c'est el milonguero, le vieux danseur qui venait de cette époque-là, que nous on l'a baptisé milongueros, que certains d'eux étaient des milongueros ou certains pas, et que nous a transmis le tango, comme certains noms que je vais donner. Après le danseur, c'était le danseur, à notre époque, le danseur qui se présentait dans les spectacles, ou faisait des chorégraphies, et qui n'était pas tellement lié à l'ambiance de la nuit à le bal. Mais ça c'est donc pour autre thème, mais je voulais clarifier ça. Donc, je vais parler des danseurs et des milongueros, les deux. Je vais commencer pour certains danseurs, que déjà à certains d'eux, je les nommais, je parlais d'eux quand je parlais de la compagnie Tango Argentino. Un, c'est, bon, les trois premiers que je vais parler, c'est Juan Carlos Copes, première. Le deuxième, c'est Eduardo Arquimbaum. Et le troisième, c'est Majoral. Après, il y a un quatrième que c'est Virulazo. Ce sont quatre danseurs qui appartenaient à la compagnie Tango Argentino. Ils sont les quatre que, mon point de vue, sont marqués bien clairs des propositions et des courants après à suivre pour les nouvelles générations. Copes, qu'est-ce qu'il a donné Copes au tango? J'ai appris, ça fait pas mal des années que j'arrive à apprécier ce que Copes apportait au tango parce que c'était un style qui à moi ne me plaisait pas. Moi je le considérais trop froid. Mais avec le temps et avec la compréhension comment sont évoluées les choses, ce que Copes a créé, il a apporté beaucoup au tango, surtout le tango en le milieu de la scène, en le milieu du spectacle, parce qu'il a commencé à travailler l'espace scénique comme jamais avant les danseurs d'exhibition travaillaient. Ça veut dire qu'il a considéré l'espace scénique comme les danseurs déjà de l'époque classique ou danseurs contemporains qui avaient en étude de l'espace. Copes amène ça au tango, c'est-à-dire le travail de lignes, le travail de prendre conscience que quand un pas, commencer un pas de sacada ou de gancho ne pouvait pas le finir n'importe quelle partie parce que sinon la danseuse restait mal positionnée con rapport à l'esthétique. Bon, ça c'est Copes qui apporte ça au tango. Et ça c'est très important.
Parce que les vieux milongueros qu'après je vais nommer, qui sont importants aussi, quand on donnait l'exhibition, ne prenaient pas conscience de l'espace. Et ça, c'est le premier à apporter ça au tango, c'est Copes, entre autres choses qu'il a apporté. Hein. L'autre que je vais décrire, Eduardo Kimbaum, un danseur aussi un des pionniers del tango spectacle en Argentine, avec Copes. La particularité d'Eduardo, c'est qu'il amène à l'escena, à une époque déjà que commence un modernisme, hein, commencé por Copes, amène à l'escena de la danse comme danseur, respecter une dynamique du tango del passé. Un tango, comme se disait, un tango orillero, un tango très très dynamique. Ça veut dire que sacrifier des fois une question esthétique pour mettre en valeur la dynamique, une dynamique assez pétillante, une dynamique qui était très aimée pour l'exhibition parce que c'était plutôt la caractéristique del tango d'origine, le tango milonga. Il lui était très bon en ça. La particularité, c'est que même si c'était un danseur de spectacle, il commençait aussi à utiliser des choses que déjà Copes avait apporté, que le travail de l'espace, tout ça, et garder ce tango primitif de l'origine. Et ça, c'est un valeur très important pour cette époque qu'on est en train de parler. Troisième majoral, ce qu'apporte en l'époque comme danseur, c'est qu'il commence à créer un personnage. On peut dire que c'est un des premiers que chaque geste, chaque pas, c'est comme un mime. Ça veut dire, lui donne une valeur très très importante. Va au-delà du pas majoral. Ne néglige pas le moment quand on s'accroche la veste ou quand on passe à la partenaire, prend le temps de tout ce rituel. On peut dire que c'est un des premiers à mettre ça en valeur d'une manière assez exagérée, que par l'époque, le tango pour les danseurs d'exhibition, c'était assez nouveau. Et autre chose de majoral que c'était en avance, que sont des choses que plus tard des danseurs plus nouveaux ont commencé à utiliser, avait une utilisation de la musique assez différente. Ça veut dire décrire la musique comme aujourd'hui les jeunes sont en train de les travailler. Ça veut dire, des fois, c'est en train de travailler, interpréter la musique comme un musicien plus. Ça veut dire jouer presque note à note ou interpréter la mélodie note à note ou avec le phraseo comme le musicien est en train de le faire. À l'époque, les danseurs ne dansaient pas de cela. C'est pour ça que Majoral était assez modèle pour la nouvelle génération. Et le quatrième danseur, que c'est un danseur aussi de scène, de spectacle, que c'était Virulasso, on peut dire que c'était le danseur de spectacle de l'époque de scène le plus authentique, le plus avec une authenticité qui venait vraiment des faubourgs, on va dire des faubourgs des quartiers, des bas-fonds, avec toute une philosophie de ces milieux culturels, et tout ça, tous ces bagages-là, avec un tango aussi très dynamique, un tango très personnel, avec des figures très claires et avec beaucoup de surprises, beaucoup de puissance et d'effets, sont marqués à la jeunesse qui venait. Hein? Moi, je pense qu'en rapport à le tango qui était plus en évidence, parce que le tango après je vais parler de ça, le tango de les milongueros, de tous les noms que je vais donner après, pour apprécier ce tango-là, d'abord il fallait avoir une initiation à niveau del regard. Et pour apprécier beaucoup de les vieux milongueros, il fallait être entraîné dans le regard, parce que sinon on n'appréciait pas. Par contre, ces quatre premiers danseurs, Copes, Eduardo, Majoral et Virulasso, mettaient en évidence, et d'une manière très, très évidente et très claire, ce que avec les autres danseurs milongueros, il fallait les chercher avec la loupe. Hein? Maintenant, je passe à nommer et à décrire certains des milongueros, des danseurs de faubourg.
que beaucoup d'eux voulaient faire des danseurs professionnels, mais ne savaient pas comment, ne sont pas eu la chance ou l'intelligence qu'ils ont eu ces premières quatre que j'ai nommées. Ils sont restés dans les faubourgs, sont restés dans les clubs de quartier, avec les rêves d'être danseurs, mais jamais sont arrivés, pas plus que danser dans une petite exhibition, une club de quartier. Certains de ces noms que je vais nommer, c'est Juan Bruno, pour pas mal de l'époque. C'était un des danseurs il a marqué, un des danseurs, parce qu'après c'est un autre que je vais nommer plus tard, qui n'était pas de Buenos Aires. Juan Bruno, c'était un des danseurs qui marquait la manière plus moderne de marcher. C'est comme ça marche aujourd'hui. Comme aujourd'hui, on voit que les danseurs marchent pas mal de pas, 2, 3, 4 pas en ligne, en train d'entraîner un pas. Bon, ça à l'époque, personne dansait comme ça, ou presque très peu. Juan Bruno, c'était un des seuls à Buenos Aires qui mettait en valeur la manière de développer la marche comme un chat. Il paraissait un chat parce qu'il mettait les pieds en point, paraissait un danseur classique. Hein? Il étirait les jambes, il donnait le tempo. Il peut-être en un moment de surprise sortait un pas. Ça, c'est la caractéristique de Juan Bruno. Après, un danseur de l'époque, qui était de la même région de Juan Bruno, c'était Sieri. Sieri était un danseur qui s'est fait connu à cette époque-là plutôt pour le tango que se disait le tango canchengue. Mais c'était le canchengue, c'était pas en réalité son tango, c'était un tango que dansait son papa. Lui, c'était un danseur plutôt un très bon danseur del tango des années 40. Un tango très dynamique, avec des figures très fluides, avec des travails des jambes, des voléos et des crochets très souples. C'est un monsieur qui dansait avec un esprit très joyeux. Hein? Pas un esprit introspectif, sérieux, sinon très joyeux, très frais. Il a apporté beaucoup al tango de cette époque-là. Vous voyez que chacun, pourquoi je prends la peine de pas seulement de dire les noms, parce qu'en général, c'est part des danseurs de l'époque, ou de certains vieux, mais ne se fait pas en étude de qu'est-ce que, en détail, sont apportés chacun d'eux, parce que tous dansaient différents. Même si certains d'eux faisaient des pas similaires, avaient une manière d'interprétation qui donnait la différence. Et c'est ça qu'on a reçu comme héritage les générations qui venaient plus tard. Et c'est pour ça qu'on a pu faire tout ce qu'on a fait. Autre danseur assez fort, important, c'était Portalea. Portalea, c'était un danseur de Villurquiza qui dansait l'incroyable, je le raconte des fois à les élèves ça aussi, dansait avec 3 pas, pas plus. Et avec ça, il est resté dans l'histoire. Mais avait en lui une attitude, une manière de remplir le mouvement que c'était vraiment incroyable. Parce que donnait la sensation que le pas qui va venir va montrer une chose que jamais on a vue. Mais ne venait pas. Mais quand même, garder comme magicien qui va sortir la panne del chapeau, l'attention, et ça c'était magique. Hein? Ça c'était très éducatif pour nous parce que donnait beaucoup de calme, de nous enseigner que pour danser bien, il ne fallait pas faire beaucoup de pas. Autre danseur, que c'était un peu un gourou de ces régions de Villurquiza, ensemble avec autre Milonguita, c'était le Turco José. Le Turco José, c'était le danseur de référence, un des danseurs de référence de Villurquiza, qu'il avait en lui tout un vocabulaire de pas très raffiné, très esthétique, déjà un type de tango qui était très subtil, que toutes ces régions-là, Villurquiza, ça veut dire le Turco José, Portalea, sont données naissance à les meilleures danseuses de l'époque. Pourquoi en mon réflexion? Parce que en ce tango de Villurquiza, à différence des autres types de tango, le danseur prenait pas mal de temps pour générer le mouvement, donner une densité. Il donnait le temps à la danseuse de s'approprier du mouvement et de soigner, de mettre bien les pieds au sol, de donner le temps de faire un futur. Chose que dans les autres types de tango, d'autres
un quartier de Buenos Aires, tout le monde dansait plus vite, plus en dynamique, plus à l'arrache. C'est pour ça que, à mon avis, de ces côtés-là de Buenos Aires, ils sont sortis les meilleures danseuses qui sont marquées l'histoire du tango. Pas seulement de l'époque moderne, sinon de l'époque del passé aussi. Autre danseur assez important de l'époque, Petaca, avec une milonga très particulière. Hein? Danser milonga, c'est le style Petaca, la milonga Petaca. Comme Pepito Avellaneda aussi, sont deux qui c'était des profs, des danseurs qui étaient plutôt catalogués comme des danseurs spécialistes en la milonga. Autre était Pupi Castello, un de mes profs. Pupi Castello était un danseur aussi avec une espèce de enchaînements très particuliers, parce que les enchaînements de Pupi étaient des enchaînements, étaient des pas, comme faisaient les autres danseurs, mais la particularité de Pupi était comment lui mélangeait les pas. Ça c'est autre thème d'étude aussi dans le tango, parce qu'on peut connaître beaucoup de pas. On a, je sais pas, 3 danseurs qui connaissent les mêmes pas. Mais le secret, c'est pas en faire les pas, même pas de les faire en musique, sinon de comment on mélange les pas. Et bon, Pupi Castello prenait des pas assez déjà vus, mais la manière de les danser et la manière de son interprétation des mots et son densité donnait une magie que c'était incroyable. Hein? Autre était Miguel Malmaceda, autre danseur aussi avec une finesse en ses déplacements, une finesse en son mouvement et la fluidité de ses pas, et faisait des pas très très compliqués avec des mouvements très fluides comme s'il n'écoutait rien. Hein? Autre danseur c'était Finito, un danseur aussi de cette même région-là, avec Urquiza, avec beaucoup de classe, une posture impeccable, hein, qui marquait beaucoup à la nouvelle génération en son attitude. Et l'autre était Todaro. Todaro, même si c'était un prof de tango, comme je l'ai nommé dans les podcasts d'avant, c'était un prof important de l'époque, aussi il a marqué à manière de danser, un style Todaro, un tango très très dynamique, un tango qui ne s'arrêtait jamais. Et c'est un tango que c'était des enchaînements de tours de droite à gauche avec des figures très variées, très à tempo et avec des accélérations comme des fouets, très 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 dynamiques. Et après, il y a un danseur, comme un danseur qui est similaire au danseur que j'ai nommé avant, Juan Bruno, qui n'était pas de Buenos Aires, mais là, il a marqué pas mal à Buenos Aires aussi, parce qu'il a dansé aussi la nouvelle génération, c'était Paiva. Paiva, c'était un danseur qui venait de Rosario. Rosario, j'aimerais mettre un point à ça, parce que historiquement, des fois, ne se dit pas, et ça sont des défauts de la... Il faut faire des révisions à niveau historique, parce que des fois, ça intègre le tango à les frères uruguayens, Montevideo, dans l'histoire du tango, mais ne se parle pas de Rosario. Rosario, c'est la seule province de l'Argentine qui, historiquement, il y a tango. Il y a des personnages importants. Et Paiva venait de Rosario. C'est un danseur très raffiné. Un tango qui dansait différent à les autres danseurs, dansait en pleine pyramide, avec des mouvements très 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 longs. Et peut-être un tango faisait 3 pas. Et la même chose un peu comme Portalea. On attendait toujours plus, il générait une expectative et c'était incroyable. C'était un modèle pour beaucoup de danseurs de Buenos Aires et était le prof de beaucoup de bons danseurs qui après sont venus en la ville de Rosario. Maintenant, comme je dit avant, pour apprécier en l'époque à la nouvelle génération de danseurs qu'on s'approchait au tango, pour apprécier à tous ces vieux milongueros, nous fallut pas mal de temps, nous fallut que notre l'œil s'éduque. Je raconte très court mon histoire. Quand j'ai commencé le tango, et ma prof, Graciela González, ont passé des nuits entières, me montrer des vidéos et tout ça. Il me disait, regarde ces danseurs, comment met le pied au sol, comment caresse le sol, quelle densité. Et moi, je ne voyais rien. Pourquoi? Moi, je venais de la danse classique, avec une formation esthétique différente. Mon regard était fait comme danseur classique.
je n'appréciais pas les petits détails. Mon œil n'était pas fait à ça. J'étais fait à autre esthétique. C'est pour ça que des fois, quand on vient d'autres disciplines, oui, on peut apprendre les figures vite fait, mais les détails qui font la différence nous prennent des années. Ici, on a la chance que quelqu'un nous ouvre les yeux. J'ai eu la chance qu'une prof passait des heures à me, me réveiller le regard de ça. Ça, c'est tout ça donne comme résultat qu'après, dans les nouvelles générations de des danseurs qui sont appris avec tous ces personnages-là, il y a deux courants qui se ouvrent bien clairs. Un courant traditionnaliste, très traditionnaliste, qui respectait l'esthétique, les codes, les dynamiques et tous les détails de tout ce que je parlais avant, que je vais donner deux noms. Et je donne deux noms seulement, même je sens que certains de vous me disent oui, mais à l'époque, avec plus de danseurs, de bons danseurs, oui, je suis d'accord avec vous. Bien sûr qu'il y avait pas mal de danseurs qui à l'époque continuaient la courante traditionnaliste, le tango, Mais j'aimerais d'être synthétique en ça. Je parle de ces deux noms-là, parce que moi je considère que ces deux noms-là sont les noms plus importants qui sont plus influencés à l'époque. Les autres danseurs peut-être qu'il y avait à l'époque importants n'étaient pas plus en influence que ces deux noms-là. Et ces deux noms-là sont les frères Soto, Miguel et Osvaldo Soto. Miguel et Osvaldo Soto, même si les deux sont partis du même berceau, des mêmes profs, sont développés des styles bien différents, mais quand même garder un lien très fort à la tradition. Respectés et étaient les représentants jeunes del tango traditionnel, les plus traditionnels qui existent, hein, en son esthétique de retenue, et en cherchant les détails, en les dynamiques, en la posture de bien le tango 40, 50, les années 40-50. C'est comme faisait la synthèse à peu près de que tous les jeunes pouvaient retenir de tous les personnages que j'ai nommés avant. C'est pas mal ça, hein? C'est beaucoup. Et ça, pour quelqu'un qui me dit que non, pour que me donne d'autres noms, ça on peut les discuter, on peut mettre les preuves sur la table. Et après, dans les courants plutôt évolutionnistes, ça veut dire que venaient de le vieux, qui sont appris avec le vieux, et que n'était pas suffisant ce que le vieux lui donnait, ou en base à qui appartenait déjà à une nouvelle réflexion, déjà appartenait à la nouvelle pédagogie, la réflexion, aux nouvelles philosophies de voir le tango, sont commencés à évoluer, en tout cas, un tango différent. Pas tellement de la forme, même si la forme se commence à transformer petit à petit avec le temps, sinon la manière de proposer les mouvements et de danser. Ces deux noms-là, en la première étape, hein, je parle parce qu'après je vais mettre plus de noms, ces noms-là étaient Gustavo Naveira et Fabián Salas. Gustavo Naveira et Fabián Salas appartiennent à ces générations qui sont commencé la courant évolutionniste, on peut dire, del tango. Ça veut dire que même si les deux venaient, s'étaient formés avec tous ces personnages que j'ai nommés avant, en base à des recherches du monde, d'analyser le monde, de commencer à analyser le monde de manière nouvelle. Pourquoi j'ai d'analyser le monde de manière nouvelle? Parce que les autres deux jeunes que j'ai parlé, les frères Soto, continuaient en la logique d'analyse du monde à la manière à l'ancienne, qu'ils analysaient quand même. Mais le monde n'était pas vu de la même manière comme la vision moderne, comme la voyait Fabián Salas et Gustavo Naveira. Et ça, déjà, on est en train de finir la décennie, ça veut dire l'époque des diamants, avec ces deux courants très clairs qui sont en train de marquer Buenos Aires. Buenos Aires et le monde. Parce qu'à la limite, si aujourd'hui on voit les danseurs comme dansent, comme je vois un danseur comme danse, je te dis très clairement, ces danseurs-là viennent de ces courants-là. Parce que je vois tous les pas et les mécanismes d'où viennent. Ou l'autre danseur vient de l'autre courant-là. C'est clair. Après, il y a
une question, comme je disais avant, de différents, comment chacun mélange les pas et tout ça. Mais déjà, les courants étaient bien donnés, bien clairs. À la fin de... Je vais rajouter autre nom aussi, autres 2 noms, ou 3 noms qui vont rester. À la fin de décennie des années 80, 90, je pense que c'est 87 ou 86, vient à Buenos Aires, même si certains de nous ont entendu parler de lui, vient à Buenos Aires pour filmer partie du film La leçon de tango, Pablo Verón. Parce que jusqu'à le moment, Pablo Verón n'était pas présent à Buenos Aires, ou n'était pas influençable dans la place de tango à Buenos Aires. On l'a connu très tard, on l'a connu fin des années 80, à partir du film. On rajoute à la ligne de ce danseur qui était important de l'époque à Pablo Verón, à partir de son film. Peut-être pour moi, jusqu'à le moment, le meilleur film de tango que ça a fait. Donc Pablo Verón entre en cette trilogie qui sont les 3 qu'on voit aussi dans le film, qui marquent ce courant évolutionniste. Après, de ces 3, sort un quatrième que pour moi c'est un extraterrestre, parce qu'on est de la même époque, on a commencé avec la même époque, que c'est Chicho. Chicho Frumboli, mais Chicho sort de ce courant-là évolutionniste, mais mon point de vue, même si Chicho était dans l'autre courant plus traditionnaliste, Chicho allait faire la même révolution del tango que fait, parce que ce que j'ai vu de Chicho, parce que je l'ai vu en direct en son évolution de danse, c'est un extraterrestre, parce que Chicho, n'importe quel moment, se le donnait du tango, en quelques minutes, je ne dis pas en quelques mois, en quelques années, en quelques minutes, se l'appropriait, et tout de suite, il a commencé à jouer, il a commencé à transformer en autre chose. Ça, c'était magique. Donc, le dernier à apparaître de ces courants évolutionnistes, c'était Chicho Frumboli. Et après, aussi un danseur qui s'est fait connu à Buenos Aires, qui était influencé et marqué l'époque, la fin de l'époque des diamants, et aussi était peut-être plus présent à l'époque suivante, l'époque des diamants, mais commençait à être déjà connu et vu en la fin de l'époque des diamants, que c'était Gavito. Gavito, c'est un danseur qui met en valeur, en tout cas dans l'exhibition, un tango très très différent. Même si avec des éléments que déjà on connaissait, mais c'était différent. Et c'était un danseur qui aussi était important en cette période de la fin de l'époque des diamants. Donc, avec tout ça, on ferme, avec tous ces noms-là, dès le début que j'ai parlé, de Copes à Gavito, et avec tout ce que j'ai mis au milieu, toutes ces palettes de couleurs, différents styles, de différentes personnalités, de différents physiques, de différents tout, donnent comme richesse et comme palette à tout ce qu'après on va préserver du tango, même jusqu'à aujourd'hui. J'espère que vous avez plu et je vous attends dans les prochains podcasts. La façon de nous soutenir, c'est cliquer j'aime l'application ou le partager avec votre amis. Merci. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardar como un pájaro sin luz.